Bienvenue dans cette dernière capsule vidéo du chapitre 5 où on va parler de la détermination d'une taille d'échantillon. Allons-y d'une mise en contexte. Si on vous dit par exemple qu'un sondage publié à la une d'un grand journal annonce que si des élections avaient lieu, le parti politique au pouvoir recevrait 48% des votes. Ça, c'est le genre de choses qu'on lit régulièrement dans un média, un journal ou qu'on entend à la télé ou à la radio. Par contre, si on regarde dans la section méthodologie, puis que c'est écrit la chose suivante, donc on peut lire que la marge d'erreur est de plus ou moins 10%, et ce, 19 fois sur 20. Ben, est-ce que cette information-là est satisfaisante? Ben, pas vraiment, parce que un sondage avec une marge d'erreur de plus ou moins 10%, c'est inquiétant. Hein. Ça veut dire que le pourcentage de votes que recevrait le parti au pouvoir, il varie de 38 à 58%. Donc, si moi j'étais le chef du parti puis que je dois décider si je m'en vais en élection ou pas, je trouve pas que cette information-là me serait très utile parce que la marge d'erreur, elle est beaucoup trop grande. Alors, il y a des moyens de s'assurer d'avoir une marge d'erreur convenable et c'est ce qu'on va voir dans cette capsule vidéo. Donc, le but de la présentation, c'est de déterminer une taille d'échantillon minimale qui permet d'obtenir une marge d'erreur acceptable. Alors, si dans une estimation par intervalle de confiance qu'on a faite, on souhaite diminuer la marge d'erreur, ben, il y a deux options qui s'offrent à nous. La première option, c'est de diminuer la valeur de 1 moins alpha. Donc, de prendre, par exemple, à la place d'un intervalle à 95%, prendre un intervalle à 90%, la marge d'erreur va être plus petite. S'il est à 99%, de prendre à 95%, ça va donner une marge d'erreur plus petite. Par contre, il y a un inconvénient à ça. Oui, on va diminuer la marge d'erreur, mais on va aussi diminuer la probabilité que notre intervalle contienne la valeur du paramètre à estimer, c'est-à-dire mu ou pi. Et ça, ben, idéalement, on ne veut pas ça. On veut vraiment que notre valeur estimée se retrouve dans l'intervalle. Alors, l'autre option, et c'est celle-là qu'on va privilégier, c'est d'augmenter la taille de l'échantillon. Sauf qu'on va l'augmenter jusqu'à combien? Ben, on va voir comment on peut déterminer une chose comme ça dans les prochaines minutes. Alors, on va d'abord s'intéresser à la détermination de la taille de l'échantillon pour l'estimation d'une moyenne, et on va le faire à l'aide d'exemples. Alors, l'exemple que vous avez ici, on vous dit, ben, pour connaître la moyenne des ventes journalières d'un restaurant, on veut prélever un échantillon d'un certain nombre de jours dans le but d'estimer cette moyenne. Si on suppose que la variable est de loi normale d'écart type 100 et qu'on accepte une marge d'erreur de 40 au niveau de confiance de 95 quelle doit être la taille de l'échantillon prélevé? Alors, première chose, bien sûr, pour répondre à cette question-là, on va définir notre variable. Donc, ce sera X, c'est les ventes journalières d'un restaurant. On va trouver la formule. Ben, comme on connaît l'écart type et que X suit une loi normale, ben, on peut utiliser comme formule celle qui nous donne une marge d'erreur de Z alpha sur 2, sigma sur racine de N. Et dans cette formule-là, donc, qu'est-ce qu'on connaît? Ben, on sait que sigma vaut 100. On sait que la marge d'erreur maximale, elle est de 40 et on sait que 1 moins alpha vaut 95 parce qu'on veut un intervalle à 95 donc le Z alpha sur 2, il sera égal à 1,96. Je n'ai pas mis les petits graphiques comme je mets d'habitude, puisque je pense que maintenant, vous devriez être en mesure de le trouver par vous-même. Alors, je vais quand même un petit peu plus vite. Alors, on va calculer la taille de l'échantillon. On veut que la marge d'erreur, donc, soit supérieure ou égale à Z alpha sur 2 sigma sur racine de n. Donc, que 40 soit plus grand ou égal à Z alpha sur 2 sigma sur racine de n. Je vous rappelle, la marge d'erreur maximale qu'on veut, c'est 40 Alors, si elle est plus petite que ça nous convient. C'est encore mieux même. Mais on ne veut pas que ça dépasse 40 Alors, allons-y du calcul. On va isoler le n. Donc, on envoie le racine de n de l'autre côté, puis on envoie le 40 en dessous. Ensuite, on va mettre nos valeurs. On va se débarrasser de la racine carrée en mettant nos trucs au carré. Et quand je fais le calcul, ça me donne une réponse finale de 24,01. Alors, je vous rappelle que n doit être supérieur ou égal à 24,01 et que n, c'est un nombre entier, hein, c'est un nombre de journées. Alors, ma réponse finale, donc, ce sera 25. Et quand on va interpréter dans le contexte, ben, on va dire qu'il faudra prélever un échantillon d'au moins 25 journées.
pour que la marge d'erreur sur l'estimation de la moyenne soit inférieure à 40 $ dans un intervalle de confiance au niveau de 95 %. Alors, voilà donc comment on peut déterminer une taille d'échantillon. Un deuxième exemple, on vous dit on effectue un sondage afin de déterminer le nombre de sessions moyen que les finissants d'un cégep prennent pour obtenir leur diplôme. On accepte une marge d'erreur de 0,2 sessions à un niveau de confiance de 98 %. Alors, après un prélèvement préliminaire de 30 finissants de ce cégep, on estime que l'écart type de la variable considérée est de 1,7 sessions. Alors, quelle doit être la taille de l'échantillon prélevé? Alors, première chose, je détermine ma variable et x, c'est le nombre de sessions prises par un étudiant du cégep pour obtenir son diplôme. La formule, l'écart type, il est inconnu. Le 1,7 que je connais, ça provient d'un échantillon, donc c'est S, c'est pas sigma. La taille de l'échantillon, je sais qu'elle est sûrement plus grande ou égale à 30 parce que j'ai déjà prélevé un échantillon de 30 personnes. Alors, si j'avais eu la marge d'erreur que je veux, je n'aurais pas cette question-là. On n'aurait pas demandé cette question-là. On ne sait pas si ça suit une loi normale, mais on s'en fout parce que n est supérieur ou égal à 30, donc le théorème limite centrale s'applique. Alors, la formule qu'on va utiliser pour la marge d'erreur, ce sera celle-là. On va isoler là-dedans le n éventuellement, mais avant, on va déterminer la valeur des paramètres qu'on connaît. Donc, on sait que S vaut 1,7. On sait que la marge d'erreur maximale, elle est de 0,2, que 1 moins alpha vaut 0,98. Et si on regarde dans la table de loi normale, on va trouver que Z alpha sur 2 vaut 2,33. Alors, pour calculer la taille de l'échantillon, notre marge d'erreur donc doit être supérieure ou égale à Z alpha sur 2 S sur racine de N. La marge d'erreur, on sait qu'elle est de 0,2. On va envoyer le racine de N du côté gauche et on va envoyer le 0,2 du côté droit. On va remplacer le Z par 2,33 et le S par 1,7. Et pour se débarrasser de la racine carrée, on va tout mettre au carré. Et ça nous donne un N qui doit être supérieur ou égal à 392,24. Alors, ça veut dire N, c'est un nombre d'étudiants. Alors, c'est un nombre entier, donc ça va être 393 qui va être la valeur acceptable. Alors, il faudra prélever un échantillon d'au moins 393 finissants pour que la marge d'erreur sur l'estimation de la moyenne soit inférieure à 0,2 sessions dans un intervalle de confiance au niveau de 98 %. Alors, on a vu quoi faire si on veut estimer une moyenne, mais on n'a pas vu quoi faire si on veut estimer une proportion. Alors, regardez l'exemple ici où on vous dit qu'on mène une enquête auprès des étudiants du niveau collégial afin de connaître la proportion de ceux qui utilisent principalement le transport en commun pour se rendre à leur établissement d'enseignement. On croit que cette proportion est d'environ 25 %. Donc, on a sûrement fait des petites études préliminaires pour savoir que c'est environ un élève sur 4. Quelle taille d'échantillon devrait-on utiliser si on veut estimer cette proportion avec une marge d'erreur de 2 % à un niveau de confiance de 95 %? Alors, la variable ici, x, c'est le nombre d'élèves qui utilisent principalement le transport en commun pour se rendre à leur établissement d'enseignement. Ensuite, la formule, comme n est supérieur ou égal à 30, il y a une seule formule possible, c'est celle-là. C'est Z alpha sur 2, racine de P bar par 1 moins P bar sur N. Les paramètres connus, on est chanceux ici, on sait que P bar est d'environ 0,25. Alors, on va s'en servir, mais on va voir tout à l'heure quoi faire si on n'avait pas cette information-là. La marge d'erreur maximale, elle est de 0,02, donc on veut une marge d'erreur maximale de 2 %. Le 1 moins alpha vaut 0,95, donc le Z alpha sur 2 vaut 1,96. Alors, on va calculer la taille de l'échantillon. On sait que la marge d'erreur donc doit être plus grande ou égale à Z alpha sur 2 racine de P bar par 1 moins P bar sur N. Donc, la marge d'erreur, c'est 0,02, P bar, c'est 0,25. On remplace Z alpha sur 2 par 1,96 et j'ai envoyé le racine de N à gauche puis le 0,02 à droite. Et pour trouver le N, il me reste juste à mettre tout ça au carré. Donc, ça me donne que N
doit être supérieur ou égal à 1,96 au carré fois 0,25 fois 1 moins 0,25 sur 0,02 au carré, ce qui me donne n supérieur ou égal à 1800,75. Comme n, c'est un nombre d'étudiants, ben, ça me prend un nombre entier, alors je vais arrondir à 1801. Donc, le sens dans le contexte, ben, ça me dit qu'il faudra prélever un échantillon d'au moins 1801 étudiants de niveau collégial pour que la marge d'erreur sur l'estimation de la proportion d'étudiants qui principalement utilisent le transport en commun pour se rendre à leur établissement d'enseignement soit inférieure à 2% dans un intervalle de confiance au niveau de 95%. Maintenant, dans cet exemple-là, on avait la chance d'avoir une estimation de P-bar. On savait qu'il était près de 0,25. Que faire si on n'a pas cette information-là? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, que faire donc si on ne connaît pas P-bar? Alors, comme je vous disais, donc dans l'exemple, on avait cette information-là. On vous disait, on croit que cette proportion est d'environ 25%. Mais si on n'a pas cette information-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, si on n'a aucune information sur la valeur de P-bar, on va prendre la valeur de P-bar qui maximise la marge d'erreur. Autrement dit, on va prendre le pire P-bar possible, celui qui nous donne la marge d'erreur la plus importante. Et cette valeur de P-bar qui maximise la marge d'erreur, elle est de 0,5. Alors, si on ne nous avait pas donné un P-bar égale 0,25 dans l'exemple précédent, on aurait choisi P-bar égale 0,5. Alors, d'où il vient ce P-bar-là égale 0,5? Bien, on va voir la preuve mathématique. C'est un petit problème d'optimisation, comme vous avez fait en calcul 1. On va vous rappeler des souvenirs de votre cours de calcul différentiel. Alors, ben, on veut trouver la valeur de P-bar qui maximise donc Z alpha sur 2 racine de P-bar par 1 moins P-bar sur N. Et pour maximiser ça, dans le fond, ça revient juste à maximiser Y est égal à P-bar par 1 moins P-bar, ou si vous préférez, P-bar moins P-bar carré. Alors, comment vous faisiez ça, des problèmes d'optimisation en calcul 1? Bien, vous trouviez d'abord vos valeurs critiques en rendant la dérivée première égale à 0. Donc, on va calculer la dérivée de P bar moins P bar au carré. Ça nous donne 1 moins 2 P bar. Et ça, c'est égal à 0. Donc, ça veut dire que 2 P bar est égal à 1. Puis ça veut dire que P bar, donc, est égal à 0,5. Sauf que, est-ce que ça nous donne un maximum ou un minimum, cette valeur critique-là, ou encore un point d'inflexion qui n'est ni un maximum ni un minimum? Ben, on va calculer la dérivée seconde. Si la dérivée seconde, elle est négative, ça veut dire que notre courbe, elle est concave vers le bas. Et ça veut dire à ce moment-là qu'on a un maximum à la valeur P bar égale 0,5. Donc, on calcule la dérivée seconde et ça nous donne que Y' est égal à moins 2. Et moins 2, c'est négatif. Donc, la courbe Y est concave vers le bas. Et ça veut dire qu'on a un maximum, donc, à P bar égale 0,5. Alors, la vraie valeur qu'on avait besoin pour maximiser la marge d'erreur, c'était bien 0,5. Alors, on va refaire l'exemple précédent, mais cette fois-là, en oubliant le P bar égale 0,5. Donc, dans le contexte de l'exemple précédent, si on suppose qu'on n'a aucune information préliminaire sur la proportion cherchée et qu'on ne procède pas à un prélèvement préliminaire, ben, quelle taille d'échantillon nous assure de la précision voulue? Ben, on trouve notre variable aléatoire qui est X, encore une fois, qui est le nombre d'élèves qui utilisent principalement le transport en commun pour se rendre à leur établissement d'enseignement. La formule, ben, c'est comme n est plus grand ou égal à 30, ben, c'est notre bonne vieille formule Z alpha sur 2 racine de P bar par 1 moins P bar sur n. Le P bar, donc, là, on prend 0,5, qui est le pire P bar possible. Notre marge d'erreur maximale est toujours de 0,02. Le 1 moins alpha est toujours de 0,95 et le Z alpha sur 2 est toujours de 1,96. Donc, pour trouver la taille d'échantillon, alors je procède comme tantôt. Et quand j'isole, je trouve cette fois-ci que n doit être supérieur ou égal à 2401. Et là, je suis arrivé exactement à 2401. Alors, c'est la valeur que je vais prendre. Et c'est quand même beaucoup. Hein. Tout à l'heure, on avait trouvé, si je me souviens bien, 1875. Ben là, on trouve 2401 parce qu'on a pris le pire P-bar possible pour la marge d'erreur. Alors, ça nous prend une taille d'échantillon plus grande. Donc, on va dire qu'il faudra prélever un échantillon d'au moins 2401 étudiants du niveau collégial pour atteindre une marge d'erreur donc de 0,02% en fait,
pour un intervalle de confiance de 95%. Alors, voici donc la fin de cette capsule. En exercice, vous pourrez compléter les exercices de la section 5.9. Bon travail!